tous et à toutes et bienvenue dans cette 240e rencontre, un endroit où aller, où ce soir j'ai l'immense joie de recevoir la primo-romancière Emmanuelle Hutin. Bonsoir Emmanuelle, comment ça va? Bonsoir Nathalie, très très bien. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Alors je vous reçois pour votre roman qui est sorti le 4 mai dernier, qui s'appelle La Grenade, qui est sorti dans la collection bleue de chez Stock. Avant qu'on rentre et qu'on plonge dans ce récit, je voudrais rappeler à nos amis participants qui peuvent vous poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser ou utiliser les commentaires sur Facebook et Frédéric viendra vous les poser à la fin de la rencontre. Alors, La Grenade. Il y a des lectures qui marquent, qui sont coup de poing. J'ai envie de dire que votre livre est une lecture coup de poing. J'ai même lu 2 fois votre récit. Voilà, donc je tenais à vous le dire. La Grenade. Ça fait penser à une chanson, ça fait penser à plein de choses. Pourquoi ce titre? Alors, la chanson à laquelle tout le monde pense, effectivement, ça a été peut-être la première source d'inspiration. Moi, j'ai écrit ce livre en 2018 au moment où Clara Luciani sortait son album Sainte Victoire. Et c'est vrai que j'étais très, très touchée par la maturité de ses paroles, par sa façon de parler des femmes, même de la violence des femmes. Donc, du coup, ça a été un mot qui m'a traversée ce moment-là. Après, il y a évidemment la forme de la grenade qui ressemble aussi à un cerveau, et sachant que voilà, un des sujets du livre, c'est aussi une maladie neurologique. Donc, du coup, il y avait une association qui me paraissait assez évidente. Il y a le côté explosif, évidemment. La grenade, c'est finalement plein de choses dans ma vie. C'est pas forcément que la maladie à laquelle on pense. Ça a été plein de petites grenades qui ont été dissimulées à mesure, et finalement, il y a une bonne explosion à la fin. Et j'ai appris, en fait, après avoir choisi le titre, que dans la mythologie, la grenade, c'est aussi le symbole de la renaissance. C'est vraiment la descente aux enfers, puis la renaissance après cette descente. Et du coup, ça prenait tout son sens aussi par rapport à l'histoire du livre. Et c'est là où notre inconscient est bien fait. Il va chercher les bonnes informations qui ont du sens. Un titre impactant pour un livre impactant, j'ai envie de dire. Alors, pour le résumé, je n'ai pas envie de trop résumer parce que je voudrais vraiment que nos amis lecteurs aillent en librairie acheter ce récit parce qu'il faut lire ce récit. Est-ce que je pourrais résumer en disant que c'est le parcours d'une femme qui est face à ses questionnements intérieurs et qui est aussi qui est un peu démunie face à la maladie de son fils? Est-ce que c'est un bon condensé de résumé? Oui, alors c'est effectivement le récit d'une femme qui est face à ses questionnements intérieurs, et avec un déplacement de ces questionnements par un événement extérieur qui est effectivement la maladie de mais c'est avant tout effectivement le récit d'une évolution personnelle identitaire, de comment on se construit en fait aujourd'hui par rapport à l'éducation qu'on a reçue, la société, par rapport à notre genre, et comment on s'accroche peut-être à des questions au début de notre vie, et comment ces questions se déplacent face à quelque chose d'essentiel, et finalement on se retrouve face à ce qui est le plus important dans sa vie. Alors justement, le récit commence par, j'ai envie de dire, sur le papier, tout est bien, parce que finalement, il faut être dans des cases. Alors, est-ce que vous aviez l'habitude de remplir des cases? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Oui, je pense que j'ai un peu l'impression d'avoir été programmée pour ça. Ouais. D'où ça vient, mais cette sensation que la vie était une succession de cases à cocher, et que c'était aussi la suite d'avoir une vie active et pleine, donc notamment le travail, le mari, les enfants. Enfin, pour moi, c'était ce qui représentait en fait la vie d'adulte. Donc, c'était très clair en fait. Vraiment, le plan, le programme me paraissait extrêmement clair. Donc, vous remplissez les cases, c'est-à-dire vous rencontrez un homme, vous vous mariez, vous avez un enfant. Jusque-là, tout va bien. Et puis, il va se passer, les cases, elles vont être un peu chamboulées. Alors, je vais utiliser un terme parce que c'est l'étymologie. Ceux qui ont fait du grec ancien comme moi comprendront. Vous êtes fait attaquer par surprise, prendre par surprise, parce que le mot épilepsie veut dire ça en grec ancien. Et du coup, toutes ces cases vont être un peu bousculées. Mais avant, j'ai aussi envie de vous poser cette question que vous posez page 11. Suivre un modèle devient-il en revient-il à faire des choix ou un choix? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question que vous posez? En fait, ça reste une question que je me pose. Moi, enfin, ça interroge. Moi,
beaucoup interrogée en fait sur notre liberté de choisir, notre liberté de penser. C'est vrai qu'on est dans une société occidentale où ça paraît être un acquis, mais finalement on se rend compte qu'on est quand même très conditionné par la société, par les médias, par tout ce qui nous entoure. Je pense encore plus quand on est femme, et valable pour chaque individu. Et en fait, je ne pas dans l'absolu que suivre un modèle revient à faire un choix personnel, mais qu'en fait, la société nous donne l'impression que nous faisons des choix personnels alors que nous faisons que suivre un modèle. Et c'est toute cette difficulté, je trouve, c'est de pouvoir s'extirper et de faire des choix en conscience, en fait, de faire des choix non pas le plus répandu, mais parce qu'en fait, il nous parle profondément. Alors moi, le premier mot que j'ai noté quand j'ai pris des notes à la première lecture, c'est le mot amour. Après, j'ai écrit liberté, contrôle, lutte, lâcher prise et retour à soi. Donc, je pense que c'est à peu près chronologique. Après, il y a d'autres mots qui sont venus se greffer, mais j'ai envie de dire à nos amis lecteurs que ce livre, il transpire l'amour, parce que c'est ça. En gros, c'est pas du tout, il n'y a pas, à aucun moment vous vous plaignez, à aucun moment il y a des choses terribles, même si le fond de l'histoire est terrible. Comment on arrive à écrire sur un sujet aussi profond qui vous touche, qui vous blesse, avec, j'ai envie de dire, autant de détachement et autant d'amour? Comment vous Euh, avez... Parce que je l'ai écrit au moment où j'avais accepté, je pense, l'épreuve. Je ne pense pas que j'aurais été capable en fait d'avoir cette écriture quelques années plus tôt, alors que j'étais au cœur en fait de la maladie. Enfin, surtout mon fils. Donc je l'ai écrit. J'étais déjà dans la situation. Je venais de quitter mon job de salarié. J'avais eu besoin de prendre du temps pour lui, de passer du temps avec lui, de m'adapter à son rythme. Et donc, j'étais dans cette acceptation de l'enfant qu'il était et dans ce que l'épreuve nous avait apporté. Donc, c'était pour moi une écriture qui était pleine de gratitude, finalement. Et peut-être que voilà, l'amour et la gratitude, tout ça vient du cœur. Et je suis très, très heureuse que ça transpire autant dans le livre. Ah là, il n'y a aucun doute, hein, il y a aucun doute. Il y a quelque chose aussi de très intéressant, je voudrais revenir sur la forme de ce récit, puisque vous, de façon alternative, vous utilisez la première personne et la troisième personne. Pourquoi ce choix? Qui est Alors, très judicieux et très intelligent, hein, d'ailleurs. Hein. alors, c'est pas mon idée, je vais être très honnête sur le sujet. En fait, il y a une première version du livre qui était écrite à la troisième personne avec des prénoms différents, qui était une manière pour moi en fait de raconter les faits. Donc, c'était vraiment voilà, l'enchaînement des différentes étapes de ma vie et de tout ce qui s'était passé, et qui était une étape importante en fait pour pouvoir déjà coucher sur le papier voilà, les situations, les événements, avec ce recul que le elle permettait, parce que ça me donnait l'image en fait de raconter une histoire qui n'était pas vraiment la mienne. Et après, en commençant à travailler avec les éditions Stock et avec la première éditrice, parce que j'ai eu la chance d'en avoir deux, j'ai travaillé avec et Paloma Grossi. Et en fait, le tout début du travail de réécriture avec Caroline, il y avait cette envie que le récit soit plus incarné, que le jeu fasse partie vraiment de la narration. Et donc, l'idée de pouvoir venir ajouter cette dimension plus introspective, plus intime, qui était vraiment enfin, le moi d'aujourd'hui, avec le recul sur ce qui s'est passé et avec ce regard de comment j'ai vécu les choses de alors que le elle était beaucoup plus une manière voilà, de raconter les situations. C'est pour ça qu'il y a assez peu de pathos, il me semble, dans le elle, et que le jeu, effectivement, vient montrer ce regard intérieur et un regard qui est peut-être voilà, plus introspectif, qui se pose des questions, qui est dans le doute, qui ne sait pas, qui souffre par moments. Et voilà, qui étaient deux voix différentes. C'est intéressant parce que justement, ça donne une certaine rythmique aussi au récit. Et il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est que vous avez fait de l'épilepsie, on peut le dire, un personnage aussi, pas principal, mais presque, puisqu'il est toujours là. C'était plus facile de l'insérer en personnage que de le traiter simplement comme une maladie comme ça, en fond. C'est venu assez spontanément. Euh, Moi, je pense que j'ai une manière assez imagée de voir les choses, et pour moi, je la voyais. Enfin, je vois l'épilepsie. Pour moi, ça faisait partie en fait de cette espèce de présence dans nos vies, de monstres,
oui, c'était d'esprit. Enfin, voilà, pour moi, c'était une présence à part entière déjà dans nos vies parce qu'en fait, on ne pouvait pas la contrôler. En même temps, elle était complètement là. Elle décidait. Enfin, elle avait ce côté un petit peu main invisible, hein, presque divinité, finalement, dans nos vies. C'était un peu le mauvais Dieu qui nous a fait voir de toutes les couleurs, hein. Donc, ouais, cette incarnation, elle était très évidente pour moi. Ouais, on a l'impression que c'est un hydre qui est là et qui rôde et que donc vous l'utilisez très bien et je trouve que ça apporte beaucoup de profondeur au texte. On va en revenir donc à Solal, votre fils. Comment ça s'est passé dans votre tête quand il a fait la première crise? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de la gravité ou pas du tout? Non, pas spécialement. En fait, la première, en plus, était relativement douce, entre guillemets, par rapport à ce qui allait suivre par la suite. Et pour moi, là, enfin, je m'étais tout de suite. Là, c'est une crise d'épilepsie et il me semblait que l'épilepsie faisait partie des maladies avec lesquelles plein de gens vivaient et ça me paraissait effectivement pas grave. Alors évidemment, on a quand même consulté, mais c'est vrai qu'on a été tout de suite rassurés aussi par les pédiatres, par les médecins en disant bah voilà, c'est une crise, peut-être qu'il en fera d'autres de temps en temps, mais pour l'instant, il y a pas de quoi s'inquiéter. Donc j'ai pas été spécialement inquiète. Après, je pense que c'est aussi lié au fait que je ne voulais pas accepter qu'il puisse y avoir quelque chose de grave. Moi, c'est vrai que je vivais dans une vie où je contrôlais tout. Et je contrôlais voilà, mon emploi du temps du matin jusqu'au soir. Je contrôlais mon travail, je contrôlais mes enfants, je contrôlais ma vie de couple. Enfin, les vacances étaient prévues. Enfin, voilà, il y avait cette espèce de vie très organisée, très cadrée. Et je pense que je n'étais pas capable de pouvoir envisager cette incertitude et cette gravité qui m'était complètement étrangère. Donc, c'était aussi un mode de protection pour rester dans ma petite bulle. C'est compliqué de perdre le contrôle, Emmanuel Hutin, surtout quand vous êtes bien, justement, vous expliquez que vous êtes bien timé, que vous avez du mal avec le lâcher prise. C'était compliqué, ça, de perdre le contrôle? Ah, c'est compliqué, ouais, ça s'est fait dans la douleur, ça s'est fait dans la douleur. Salvateur, je pense que c'est salvateur, c'est que en fait, croire qu'on peut tout contrôler dans sa vie, c'est quand même, enfin, c'est quand même une utopie. C'est impossible d'imaginer ça et on l'a bien vu d'ailleurs avec le contexte depuis un an où tout d'un coup on a tous perdu le contrôle. Donc il me semble que c'est salvateur au contraire de vivre ça. Moi ça s'est clairement fait, ça a été très compliqué parce que je me suis approchée et c'est aussi pour ça que j'ai eu besoin d'écrire ce livre, c'est que j'avais besoin de comprendre pourquoi autant contrôler, pourquoi est-ce que j'avais besoin de tout concilier, qu'est-ce qui faisait dans mon histoire, dans mon éducation que j'en étais à vouloir me perdre en voulant tout concilier, en voulant continuer à contrôler et pourquoi je n'ai pas accepté plus tôt l'attitude, la gravité, le besoin de se faire aider. Ça faisait, voilà, et c'est ce cheminement aussi que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est comment moi j'ai eu l'impression d'avoir été conditionnée en tant que femme pour être parfaite sur tous les aspects de ma vie et donc qui supposait ce contrôle, en fait, ce fameux mythe de la femme moderne où bah, pour y arriver, c'est seulement au contrôle absolu et complètement démentiel sur toute notre vie. Et moi, je me suis accrochée, mais comme une folle presque à ce mythe, à cette image. Alors, dans votre récit aussi, il y a des passages plus calmes, il y a des passages drôles, et un qui m'a beaucoup fait sourire, c'est l'histoire des likes que les enfants pourraient donner à leurs parents. Ça, alors, d'où ça je me dis, tiens, c'est bizarre qu'on n'y ait pas pensé à ça. Et du coup, ça fait une espèce de respiration, je me suis même surpris à rire, et je me suis dit intérieurement, tu rigoles, alors que le fond du récit est quand même... voilà, ça m'a dérangé, mais j'ai trouvé ça très drôle. Quelle idée! Ben, merci. Non, en fait, c'est lié aussi au sujet des apparences, c'est-à-dire que moi, j'étais très, alors prisonnière, je ne sais pas, mais très sensible en fait au regard des autres, aux apparences, et je pense que cette idée que les autres puissent voir que mes enfants préféraient leur père à moi, je ne dis pas du tout que c'était le cas, mais en ressenti, voilà, habitude finalement. Et donc, ça s'est transformé par cette idée qui arrivera peut-être qu'on arrivera un jour à un réseau social où les parents, où les enfants noteront leurs parents. Mais voilà, c'était cette idée que tout le monde puisse voir à quel point le père était beaucoup plus impliqué que moi auprès des enfants. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Au début, juste, alors vous avez deux enfants, donc voilà, vous expliquez au début que votre fils a une relation très
pas fusionnel, mais il est très proche de votre mari. Et puis après, quand vous avez votre fille, finalement, je ne sais plus comment vous le citez exactement, vous dites chacun a son enfant. Quelque part, en gros, c'est ça. Mais votre récit, il y a plein de tiroirs. Il y a donc les apparences, vous voulez en parler, le regard des autres. Il y a aussi le rapport au corps. Quel rapport vous avez, vous, avec le corps? Alors, il a beaucoup évolué, effectivement. Ça a été, enfin, en fait, a été assez simple différentes étapes de ma vie, c'est-à-dire que je pense qu'au tout début et même après les maternités, j'avais quasiment aucun rapport avec mon corps, pour être tout à fait concrète, hein, c'est-à-dire que enfin, c'est difficile à expliquer parce que ça, on vit forcément avec notre corps. Et, je me, par rapport à aujourd'hui, j'ai l'impression de m'être réapproprié mon corps, à la fois dans de femme, c'est-à-dire de mettre en quelque sorte aussi soustrait au regard et à cette impression qu'à partir du moment où je suis dans un espace public, euh, mon corps appartient à l'espace public et est sujet de regard et de commentaires, parce que par exemple, quand on est enceinte, je veux dire, qui ça peut être au passage piéton, il y a quelqu'un qui va vous mettre la main sur le ventre, enfin faire un commentaire. Donc du coup, il y a quand même cette notion d'avoir ce corps public finalement quand on est une femme. Et moi, c'est surtout une impression intérieure de me l'être réappropriée en, en, me reconnectant finalement à ce que j'étais de manière peut-être plus profonde. Et c'est vrai que c'est aussi beaucoup passé euh, par le sport finalement, par ce besoin en fait d'être aussi en contact, enfin, l'apprentissage des sensations finalement, l'apprentissage des sensations de son corps et de savoir de comprendre que le corps ne ment jamais. Et c'est vrai que moi j'ai toutes les années les plus dures en fait de la maladie, moi j'ai complètement oublié mon corps parce que il n'arrêtait pas de m'envoyer des messages en disant là c'est trop, là c'est trop, il faut arrêter, il faut. Je continuais malgré tout et je pense qu'un des apprentissages de la vie c'est d'être capable voilà, d'écouter les signaux de son corps, de savoir si on va dans la bonne direction ou pas, de savoir s'écouter en fait parce qu'il y a une vraie intelligence qui est là. Alors, c'est vrai que ces crises vont fractionner votre vie. À un moment donné, vous évoquez le fait que l'ironie permet de reprendre le pouvoir. Mais le pouvoir sur quoi? Ah, c'est une bonne question. Je pense le pouvoir sur ma vie, c'est-à-dire de cesser d'être dans une vie décidée par l'extérieur. Je ne dis pas par les autres parce que c'est finalement très désincarné, mais de cesser d'être dans une vie voilà, décidée par les modèles extérieurs, par la société, par ce qu'on attendait de moi en tant que femme, en tant que mère, en tant que voilà, femme employée dans une entreprise et de reprendre le pouvoir justement sur mes propres envies, sur mes propres désirs. Donc ouais, c'est un peu une déclaration d'indépendance aussi par rapport à ça. Et il y a quelque chose de très frappant, c'est quand donc vous allez arrêter de travailler pour vous occuper pleinement de Solal. Et là, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, que vous avez fait un lâcher-prise complet, que vous vous laissez aller et que vous êtes en train de revivre et de vous retrouver vous-même. Je me trompe ou il y a vraiment eu ce sentiment-là chez vous aussi? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça a été une année. Alors, j'ai quitté mon emploi de salarié, mais le but n'était pas forcément de m'occuper de cela toute la journée. Parce que déjà, il était pris en charge dans un institut et qu'en fait, ça aurait été trop dur. Je le dis très honnêtement, je pense que ça aurait été trop dur de m'en occuper toute la journée. Euh, mais j'avais envie, en fait, c'était le moment où j'avais envie d'espace et de temps pour mes propres projets, dont l'écriture faisait partie. Il y avait aussi d'autres projets à côté. Et donc, ça a été le moment où je me suis dit, en fait, j'écoute mes désirs profonds. Je suis capable, en fait, de les entendre aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, je suis voilà, dans cette dynamique, dans ce mouvement et dans cette reconnaissance, en fait, du parcours qui me permet d'être à l'écoute de mes désirs profonds et de m'en offrir, en fait, la possibilité de les réaliser. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant. Donc, vous évoquez la maternité, ça s'est passé très vite, hein. Et le fait qu'il soit malade, vous vous êtes occupé de lui comme quand il était tout petit. Et vous dites que justement, vous recréez une nouvelle relation. Je ne sais pas si on peut dire nouvelle, mais que voilà, comme vous revenez en arrière sur des gestes que vous avez fait quand il était tout petit et que vous les refaites après, on a l'impression de revivre une autre maternité. Ça, c'était assez intéressant aussi. Ouais, en fait, c'était assez paradoxal parce que c'est vrai que moi, la découverte de la maternité, c'est-à-dire les premiers mois de mon fils, hein, ça a été
vraiment une espèce de révolution sur la force en fait de ce lien. Et moi, j'ai adoré voilà, les premières semaines où on est tout le temps en peau à peau, on est tout le temps il y a quelque chose de très animal en fait dans cette relation-là. Qu'ensuite, j'ai complètement perdu en repartant travailler et avec du coup le papa dont le rôle, il paraît, est officiellement de casser la fusion mère-fils et il a très très bien réussi. Mais du coup, voilà, moi, j'avais plus du tout cette partie-là qui me manquait parce que pour moi, c'était un aspect de la maternité qui vraiment m'épanouissait complètement et que j'ai retrouvé effectivement par la suite quand Solal a perdu beaucoup d'autonomie et qu'il fallait effectivement en prendre soin comme d'un bébé, mais c'est ce que je dis, c'est que c'est avec le bonheur en moins. Et c'est là où j'ai trouvé la situation finalement assez cruelle, c'est que moi qui rêvais qu'il soit de moi quand il était petit et j'avais besoin en fait qui me donne une utilité en fait, qui me donne une importance en étant aussi dépendant de moi, bah, en fait c'est ce qui se passait, mais avec voilà toute la douleur et toute la souffrance de la maladie qu'elle a avec. Donc j'ai trouvé que la vie n'était pas sans ironie aussi sur le sujet. Alors, vous avez changé de rythme de vie, forcément. Qu'est-ce qui vous a appris, Solal? Est-ce qu'il vous a appris la lenteur? Est-ce qu'il vous a appris la patience, la sérénité? Qu'est-ce qui vous a appris? Ah, la lenteur, j'aimerais dire qu'il me l'a apprise, mais c'était tellement dur en fait de se caler sur son rythme à lui. Je pense qu'il m'a apprise à être dans le moment en fait, à arrêter les projections, ni dans le passé, ni dans le futur. Et quand ça va pas, bah, finalement, d'accord, ça va pas, mais on sait que ça va pas durer. Et il y a juste à vivre, à traverser le moment comme ça. Et quand ça va bien, bah, c'est extraordinaire, on en profite. Et on sait que ça va pas durer, mais ce moment-là, il est aussi là. Et donc, c'est pas forcément de ralentir, mais c'est de considérer le temps autrement, en fait, d'être juste dans l'instant et d'être capable, en fait, de s'ancrer réellement dans cet instant-là, comme lui l'était finalement. Donc, c'est ça le méridien Solal? C'est ça la définition? Ouais, je pense que ça pourrait être ça. Si vous le voulez bien, j'aimerais bien que Frédéric vienne lire un passage de votre livre. Avec plaisir. Alors bonsoir Emmanuel, bonsoir tout le monde. C'est un passage, je ne vais pas dire où il est, mais voilà. Au début de sa maladie, Solal avait eu une crise partielle, comme une longue absence. Assis devant les buts de la cour de récré, depuis quelques semaines déjà, il était trop fatigué pour jouer au foot avec ses copains. Il n'avait pas compris l'absence de réaction de Solal, lui avait intimé de se pousser. Il lui avait crié dessus, l'avait molesté, leur colère alimentée par la frustration de n'obtenir aucune réaction. Un garçon lui avait donné un coup de poing dans le ventre. Le soir, Solal avait raconté sans comprendre. Il ne connaissait pas encore les crises partielles qui créent des absences. Il se souvenait juste qu'il s'était assis pour se reposer et qu'on l'avait frappé. J'ai senti comme si je pleurais à l'intérieur, pour ne pas que ça se voie. Elle n'avait pas compris comment un enfant de 8 ans en arrivait à cacher son chagrin. Elle avait eu peur d'avoir perpétué cette éducation qui apprend aux garçons à se mordre les lèvres plutôt qu'à pleurer, à encaisser sans broncher ou en frappant plutôt qu'à partager leurs émotions. Aujourd'hui aussi, elle pleure à l'intérieur pour ne pas que ça se voie. Elle ne sait ni en parler, ni provoquer l'empathie chez les autres. Elle a la fierté mal placée de ceux qui sont incapables de partager leur souffrance ou de demander de l'aide. Elle s'est construit une armure pour tenir à distance la douleur. Elle se dit que les hommes font la même chose, mais ne sait pas très bien comment ils parviennent à l'exprimer. Ce ne sont pas les qualités traditionnelles des mères, et pourtant, c'est ce qui lui permet de faire face à la souffrance de son fils. Un instant, elle se reconnaît dans ses couvertures faussement libératrices. Cela la renvoie-t-il dans la case des mauvaises mères? Non. En fait, elle dit non à tout. Elle ne va pas quitter un modèle pour en adopter un autre et déployer autant d'efforts pour être une maman cool. Elle est comme elle est. Elle a de son petit garçon en elle et il a de sa maman en lui. Cela leur appartient. Fini les injonctions. Elle tourne le dos à cette tyrannie du cool.
Elle ne voit pas d'ailleurs en quoi laisser ses enfants se gaver de chips en guise de dîner devant leur 3e film de la journée, pendant qu'elle ferait sa manucure en fumant une cigarette, la rendrait heureuse. D'ailleurs, elle ne fume pas. Merci beaucoup, Frédéric. C'est moi qui ai choisi ce passage parce que ça m'avait marqué lors de ma lecture et je trouvais qu'il était assez représentatif de tout ce que j'avais lu. Peut-être que j'ai mal choisi le passage, mais pour moi, il était assez beau. Bah, merci Il y a beaucoup. plein de passages beaux. Enfin, Oui, il vraiment. y a plein de passages. C'est compliqué de choisir, mais voilà, j'ai tranché et j'ai choisi celui-ci. C'est compliqué parce qu'une partie de ceux qui nous écoutent n'ont pas lu le livre. Et quel morceau du livre va donner quelque chose qui est représentatif et de la profondeur et des mots choisis. Puis une lecture à haute voix, c'est pas une lecture à voix basse, c'est pas la même chose. Donc je trouve que la vibration qu'on fait entendre par l'oralité, et surtout dans un livre comme le vôtre, c'est important. Et je vais te laisser continuer, je reviendrai avec les questions. Merci pour cette belle lecture. Emmanuel, est-ce qu'il faut être le sujet de sa propre vie pour écouter ses intuitions? Ah oui, ça me paraît assez indispensable. Après, est-ce qu'on ne se dit pas tous qu'on est déjà sujet de sa vie? C'est-à-dire à quel moment on se dit qu'on est vraiment sujet de sa vie? Moi, je pense que la question, elle est aussi là. Et d'ailleurs, c'est jamais gagné. Je pense qu'on peut l'être à certains moments et puis tout d'un coup perdre cette situation au cœur de sa vie. Alors, il y a aussi des mots qui vous font, je ne sais pas si ça vous hérisse, si ça vous révulse, je ne sais pas. Mère courage, vous n'aimez pas ça. Sacrifice non plus. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des étiquettes. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, vous collez des étiquettes, on aime vous mettre dans des cases. Je pense que ça doit rassurer tout le monde et je le fais aussi avec les autres, évidemment. Et donc, moi, j'avais vraiment pas envie d'étiquettes déjà dans l'absolu. J'étais au contraire en train de secouer pour toutes les défaire, donc j'avais pas envie d'une nouvelle étiquette. Et puis Mère Courage, en fait, je trouvais que c'était une image qui m'enfermait, c'est-à-dire ça me condamnait finalement en me disant bah, de toute façon, toi c'est l'enfer en fait, c'est qu'une maternité où tu vas toute ta vie devoir gérer cet enfant, ce handicap, ce qui deviendra un adulte dépendant. Pour moi, c'était une condamnation en fait, Mère Courage. Et c'est surtout, ça me positionnait aussi sur un piédestal, comme si tout d'un coup, j'avais acquis une espèce de sainteté en étant dans le sacrifice à m'occuper d'un enfant malade, à vouloir effectivement sacrifier une partie de ma vie personnelle pour cet enfant, et comme si ça me donnait voilà, une valeur plus importante. Et alors, je n'étais pas une meilleure mère maladie qu'après la maladie. J'aimais pas plus jouer au Playmobil, j'aimais pas plus faire de la enfin, je me sentais pas, voilà, je me sentais pas différente finalement, et donc j'avais pas envie de ce mensonge à la fois sur la condamnation par rapport au malheur et aussi sur ce côté très saint, voilà, dans le sens de sainteté de cette mère courage. Au tout début de votre récit, il est question d'une wishlist. Quand vous avez commencé l'écriture de ce livre, est-ce que vous avez pensé à cette wishlist justement? Oui, j'y ai pensé parce que, enfin, déjà, je l'ai gardé. Donc, en fait, ça c'est vraiment des choses qui ont existé. Et elle me paraissait très symbolique de ma façon de vivre à l'époque, en fait, de naïveté envers la vie, en disant, bah voilà, la vie, ce n'est qu'une chose à organiser et à gérer. Et il n'y avait qu'à dérouler cette wishlist et tout se passerait bien et le bonheur serait là. Donc oui, elle me paraissait très symbolique cette wishlist. Elle avait toute sa place au début du livre. J'avais noté aussi que vous avez écrit à un moment donné que tout l'amour que vous lui donniez, c'était pour lui donner un maximum d'autonomie. Et après, vous évoquez le fait que vous ne saviez plus qui était le parent de l'un ou de l'autre. Ça, c'est aussi intéressant. Ça. Ouais, j'ai l'impression, en fait, plus je grandis, j'ai l'impression de le remarquer aussi avec les enfants autour de moi, enfin les autres enfants. Est-ce que les enfants ne sont pas là pour nous faire évoluer en tant qu'adultes? C'est vrai que moi, dans la dédicace au début du livre, j'appelle mes enfants mes amours et mes guides, parce qu'il me semble qu'ils ont vraiment
ils m'ont fait accoucher de moi-même, en fait. Et je pense que maladie ou pas maladie, de toute façon, cette évolution, elle est là grâce aux enfants. Euh, et, et là, c'est vrai que Solal a été un gourou assez performant. Donc oui, il y avait effectivement cette question de qui apprend à l'autre, finalement. Et les enfants, ils ont peut-être justement ce mental qui est moins présent et cette connexion au cœur, à leur intuition qui est plus forte et peut-être qu'il y a une forme de vérité à laquelle ils nous mettent face aussi. Je ne sais pas, ça reste un questionnement. Après, je me suis posé, alors je vais oser le dire, hein, je me suis posé la question à la fin, est-ce que l'effacement de Solal, est-ce qu'il n'a pas compris que il pouvait vous lâcher la main parce que justement vous étiez reconnecté avec vous-même et que vous étiez prête à partir sans lui, c'est pour ça qu'il vous a lâché la main. Est-ce que je peux me permettre cette... Oui, en tout cas, c'est vrai que son père et moi, on a eu tous les deux le même ressenti de se dire, alors après, c'est une vision et je peux comprendre qu'elle soit difficile à entendre, mais c'est comme si Solal était une certaine mission. Parfois, on dit que les enfants choisissent les familles dans lesquelles ils arrivent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on avait effectivement tous les deux la sensation que Solal avait une mission et qu'il est parti une fois que sa mission a été accomplie. Et ce n'est pas uniquement par rapport à mon évolution personnelle, parce que voilà, ça n'aurait pas justifié toute la souffrance, évidemment. Mais en fait, il a eu une histoire de vie qui a beaucoup illuminé autour de lui et bien au-delà de la famille nucléaire. Et peut-être que c'était sa raison d'être. Et en tout cas, c'est une façon aussi de donner du sens aux choses, parce que je pense qu'une manière de continuer à avancer et de trouver de la gratitude malgré tout et de trouver de la lumière, c'est aussi d'arriver à donner du sens à ce qui s'est passé. Donc voilà, moi je me raccroche à ce qui me paraît, à ce qui fait écho en moi, et voilà, mais c'est pas une vérité absolue, évidemment. Je vais remontrer la couverture de votre livre parce que le bandeau est très important. C'est votre fils qu'on voit sur le bandeau, c'est vous. Est-ce que c'était très important qu'il apparaisse visuellement sur le livre aussi? Alors ça, effectivement, ça a été une discussion avec Paloma Grossi, donc des éditions Stock, et avec toute l'équipe. C'était important que le livre soit incarné, parce que c'est vrai que le titre en lui-même, en fait, n'évoque rien. Enfin, il évoque plein de choses et en même temps, il ne dit absolument pas de quoi parle l'histoire. Donc, il y a effectivement que le livre soit incarné. Moi, c'était déjà c'est la photo préférée de mon fils et moi, c'est-à-dire qu'elle est sur ma table de nuit. Donc je l'avais pas tout de suite proposée. En fait, on était passé par pas mal d'autres images différentes. Et finalement, je me suis dit, mais cette photo, je trouvais qu'il y avait une certaine pudeur, c'est-à-dire qu'on nous voit sans nous voir, qu'on est tous les deux accrochés l'un à l'autre, on sait pas très bien qui tient le plus l'autre. Et donc elle évoquait aussi beaucoup de choses sans être il me semble trop intime. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est vrai que je parle de ma vie, je montre une photo de mon enfant, mais j'avais l'impression qu'il y avait malgré tout une certaine pudeur dans cette image. Alors, premier roman, est-ce que c'est... Bon, c'est jamais facile d'écrire son premier roman, mais est-ce que c'était une évidence pour vous? Vous ne pouvez pas commencer votre vie d'autrice par un autre livre que celui-ci? Oui, parce que c'est surtout, je ne me suis pas dit que j'allais devenir autrice. J'avais envie d'écrire, j'avais besoin d'écrire. C'était vraiment une nécessité, justement, à ce moment où je me pose dans ma vie et je regarde en arrière ce qui s'est passé et je digère et j'intègre et je comprends, en fait, tout le chemin parcouru. Et donc, l'écriture, en fait, pour moi, était le moyen, juste de processer, en quelque sorte, tout ça. Moi, c'est vrai que je parle assez peu, je raconte assez peu. Et donc, j'ai écrit toutes ces années, voilà, dès que ça allait pas, et donc j'avais besoin, voilà, d'écrire, et c'était le moment où je me suis dit, écoute, tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui te plaît, mais si tu le fais à fond. Et donc si tu écris, bah, tu essayes d'en faire un livre, et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai envie de dire, quand on voit votre caractère, on se dit que ça ne pouvait pas être autrement, d'y aller à fond, quelque part. C'est pas toujours reposant, hein. Et est-ce que c'est une libération, une réparation, une reconstruction aussi, ce livre? Les deux, c'est aussi des sentiments. C'est aussi une envie peut-être que justement tout ce que j'ai reçu, je puisse aussi en faire profiter les autres. Aussi cette envie de partage à
très forte dans l'écriture, parce que moi, j'ai vraiment vécu pendant très longtemps avec l'angoisse de la gravité, de l'accident, l'angoisse de la maladie, l'angoisse de tout ce qu'on ne peut pas contrôler et qui apparaît des autres comme des épreuves où vous dites oh, les pauvres, quel enfer, ce qu'ils vivent, etc. Et moi, j'ai vraiment vécu avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête en contrôlant tout ce que je pouvais pour que jamais ça n'arrive. Je me suis rendu compte que finalement, évidemment, je ne peux pas souhaiter les épreuves à d'autres. Tout ce que j'ai envie, c'est que quelle que soit l'épreuve, il y a toujours de la lumière et qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de traverser ce qui ne va pas parce que rien ne dure, le pire ne dure pas et qu'il y a les choses ont un sens et il y a toujours voilà, de la beauté quelque part. Et donc, j'avais envie de partager ça aussi. Alors, je rassure nos amis lecteurs et je vous rassure aussi vous, Emmanuel, il y a beaucoup de lumière dans votre récit. Ça irradie, il y a l'amour qui irradie, mais il y a aussi la lumière. Et le sombre, finalement, il est là en filigrane, mais il est un peu écrasé par la lumière. Donc, c'est un récit particulièrement, j'ai envie de dire, réussi. Donc, maintenant que vous êtes libéré d'avoir fait ce premier roman, est-ce que vous êtes parti pour une autre aventure littéraire? Oui, oui, oui. En fait, comme ce roman a été écrit, enfin ce récit a été écrit en deux étapes, du coup, entre ces deux étapes, j'ai écrit un autre manuscrit, voilà, qui pour l'instant n'existe pas vraiment parce que voilà, La Grenade vient tout juste de sortir, donc on reste sur cette actualité. Et en fait, je me suis rendu compte surtout à quel point j'aimais écrire, à quel point c'était une nécessité pour moi. Et donc, j'ai commencé aussi, là, je suis dans l'écriture d'un troisième. Et enfin oui, moi mon but c'est de continuer autant que possible en fait. Je trouve que c'est une aventure merveilleuse, que c'est une aventure personnelle extrêmement forte qui fait grandir et c'est aussi une aventure collective. Et moi ça a été la découverte en fait justement de toute la collaboration à la fois avec mes agents littéraires qui ont été mes premières rencontres en fait chez Tram dans l'univers de l'édition, puis avec les équipes stock, j'ai eu la chance voilà, d'avoir Caroline, puis Paloma, et de me rendre compte en fait de cette dimension collective qui est encore plus forte aujourd'hui maintenant que le livre est sorti, à travers les rencontres, à travers les lecteurs, à travers le contact avec les libraires, enfin, et ça c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, Pour quelqu'un qui voulait garder le contrôle, là, on vous a mis plein de personnes au-dessus de vous pour justement pour vous prendre le contrôle et vous imposer des choses. Ça a été compliqué de travailler avec les éditrices? Bon, compliqué, non, j'exagère, mais... Ouais, non, ça a été un bonheur total parce qu'en fait, j'étais en confiance sur là où elles voulaient m'emmener, puisque dans leur première lecture en fait qu'elles ont eue du manuscrit, on était tout de suite en fait sur la même longueur d'onde. Et du coup, en fait, tous leurs conseils, toutes leurs directives, en fait, ça allait dans la même direction. On avait la même vision des choses. Et moi, j'adore apprendre. Et j'ai trouvé que c'était une occasion formidable, en fait, voilà, d'apprendre aussi ce métier. Donc, ça a été beaucoup de plaisir. Ça a été long, mais ça a été beaucoup de plaisir. Et alors, vous aviez je crois que vous êtes très fier d'être dans la collection Bleu de chez Stock, ce qu'on peut comprendre, mais vous aviez ciblé l'éditeur où vous avez envoyé un peu partout. Vous avez vraiment dit, je veux aller chez Stock et j'envoie chez Stock uniquement. Non, alors en fait, c'est là où du coup les agents littéraires l'équipe de Tram a joué complètement leur rôle parce qu'ils ont ciblé tout de suite en fait. Alors c'était Stock et c'était surtout Caroline Laurent et donc ça a été finalement assez. Il y a eu assez peu d'envois à travers tous les éditeurs. Ça a été très très bien ciblé et c'est vrai qu'avec Caroline, on a eu une super rencontre. Immédiatement. Et après, avec Paloma aussi, on a une merveilleuse collaboration. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça fait quand on reçoit un coup de téléphone ou un mail en disant vous allez être publié? On prend votre texte. Qu'est-ce qui s'est passé là dans la tête? Alors, en fait, j'ai une réaction un peu puérile, mais j'ai pensé à mes parents en me disant que, parce qu'ils savaient effectivement, les proches, qu'il y avait ce projet qu'il y avait cette recherche d'éditeur qui était en cours. Et en fait, l'écriture en soi m'avait déjà beaucoup apporté, avait déjà beaucoup donné. Le fait que le livre existe, c'était aussi donner du sens à tout l'entourage parce qu'on a tous vécu la même épreuve. Hein. Là, je parle que de moi dans le livre. Oui. Mais
évidemment, ça a été le raz-de-marée pour tout le monde. Et c'était aussi pour mon entourage et pour tous ceux qui aiment Solal et qui m'aiment, un moyen voilà, de donner du sens et de leur donner de la lumière. Et vous l'avez Donc, fait lire à qui en premier, à part votre éditrice? en fait, je l'ai fait lire à une amie de mes parents qui est ancienne prof de français parce que je voulais participer à un concours et j'avais très peu de temps et je me suis dit ça doit être bourré de fautes d'orthographe. Donc, c'était ma toute première lectrice et qui a été très importante parce qu'elle a été très enthousiaste. Elle était en vacances à ce moment-là avec sa fille qui est prof de philo et toutes les deux m'ont dit mais c'est quoi, enfin, il faut absolument que tu fasses tout pour que qu'il soit édité parce que c'est beau. Et en fait, cette première lecture, elle a été déterminante où je me suis dit, ok, bah, je vais y croire alors et on va y aller. Oui, vous avez bien fait d'y aller, hein, parce que vraiment, c'est un très beau récit, une lecture coup de poing. On ne peut pas rester indifférent à la lecture de cette histoire, de ce parcours de vie. Mais je vois que Frédéric est revenu parmi nous. Oui, avant de vous donner les questions, ce livre, bah, immédiatement, et parce que c'est sans doute le premier, rebalancé dans une phrase de René Char, et je pense que vous allez la reconnaître. Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Et j'ai eu tout à fait cette sensation que vous aviez écrit avec cette sincérité absolue, cet engagement absolu d'amour. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter à ma lecture de tout à l'heure une petite phrase de votre livre. Ma souffrance est à la hauteur de mon amour, ou plutôt, mon amour est à la hauteur de ma souffrance. Il est ma force. Solal m'a fait ce cadeau. Durant toutes ces années, il m'a obligé à puiser encore et encore dans cet amour sans fond. Puisque rien ne pouvait empêcher les crises, puisque plus rien ne comptait, il n'y avait qu'à aimer Solal, à l'aimer le plus possible. J'ai bien dû prendre conscience de l'immensité de l'amour. C'est un livre d'amour absolu. Il n'y a pas d'autre appellation que ça. Et j'imagine que cet amour absolu qui vous a aussi irradié et a certainement irradié tous ceux qui étaient autour de vous, et qu'en tant qu'être humain, vous avez grandi 14 000 fois plus vite que nous, dans des vies, j'allais dire, normales. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mot. Il y a un mot pour dire qu'on est orphelin. Il n'y a pas de mot à l'envers, tellement ce n'est pas dans l'ordre des choses. Alors, je vais maintenant vous donner les questions. Je suis très émue parce que je suis très bouleversée par votre livre et par le fait d'en parler avec vous. Et parce que toute cette solarité que le livre vous a donnée, et en plus il s'appelle Solal, elle est présente là, elle se dégage de vous. Est-ce que vous avez parlé à Solal de l'écriture du livre, et si oui, quel a été son ressenti? C'est Claude qui pose la question. Non, j'ai pas eu l'occasion de lui en parler. Après, c'est vrai que les échanges avec Solal étaient quand même en fait réduits, c'est-à-dire, mais je les ai réduits de la mauvaise façon, c'est-à-dire que comme lui s'exprimait assez peu et que en fait quand on lui demandait, on voyait bien qu'il comprenait pas, mais peut-être qu'il comprenait très bien et qu'il avait juste pas envie de le faire. Et du coup, c'est vrai que moi, je me suis rendue en fait, je limitais ma parole envers Solal parce que j'avais l'impression qu'il ne comprenait pas, alors que je pense qu'il y avait énormément de choses qui passaient sur un autre mode de compréhension. Donc, j'ai pas eu l'occasion de lui parler du livre, malheureusement. Mais en fait, enfin, voilà, moi, comme j'ai une vision des choses qui fait que pour moi, la présence de Solal est aussi forte, finalement, il est très il le sait, quoi. Finalement, j'en parle maintenant. Donc, il y a de très beaux moments dans votre livre sur l'obligation d'être parfaite pour votre fille, puisqu'il y a ce petit garçon qui a tellement de problèmes qu'il faut qu'elle soit parfaite. Et vous abordez avec beaucoup de délicatesse la façon dont vous la libérez de cette perfection. À ce sens, je dirais que le roman apporte tout à fait quelque chose d'universel. C'est-à-dire comment ça se passe dans la cellule familiale quand il arrive quelque chose comme ça, comment on gère aussi les autres enfants, leurs réactions, et comment on les accompagne aussi
face à cette adversité. Est-ce que c'était quelque chose d'important pour vous de parler de cet aspect? Oui, parce que c'était aussi une manière en fait de me rendre compte en fait de la façon dont on reproduit les choses malgré nous sur les enfants. Et la quête de perfection de ma fille, c'est exactement ce que moi j'avais vécu et la manière dont j'avais vécu et le voir en fait sur son enfant, parce que tout à l'heure on parlait effectivement des enfants, mais ils sont aussi un miroir, pas forcément que des aspects positifs, loin de là, c'est l'inverse. Et donc du coup de le voir à l'œuvre chez ma fille, c'était insupportable pour moi, c'est-à-dire que moi j'étais en train de me libérer et je ne pouvais pas accepter que j'ai pu voilà, la conditionner aussi pour être une petite fille sage et parfaite et qui travaillait bien à l'école, qui participait mais sans plus pour pas faire trop de bruit. Enfin, et donc j'avais besoin effectivement qu'elle aussi elle puisse faire partie de cette déflagration finalement. Alors Catherine voudrait savoir qu'est-ce que vous faisiez avant d'écrire et qu'est-ce que vous faites maintenant, parce que peut-être vous n'écrivez pas à temps plein. Très bien, maintenant il faut aussi que je gagne ma vie comme tout le monde. Alors j'ai longtemps travaillé dans la mode, plus précisément pour la maison Chanel, où j'ai fait toute ma carrière, j'ai fait 15 ans dans la maison. Et en fait, maintenant, je continue en tant qu'indépendante à travailler voilà, pour quelques marques de luxe. Et alors, sur quel métier, c'est assez variable. Je peux écrire des textes pour les marques, je peux imaginer des événements. Moi, j'ai beaucoup travaillé en fait sur la notion de style, qui m'a permis aussi de commencer à réfléchir sur le besoin des apparences pour les femmes, le rôle de la mode dans la vie des femmes, la manière dont on se construit aussi par rapport à l'image qu'on renvoie, le rôle des vêtements dans tout ça. Donc, ça a été aussi le début d'une réflexion justement sur la construction de soi et sur le rôle des apparences. Donc voilà, ça fait partie des éléments que je peux intégrer dans un événement autour du style, par exemple. Voilà. Et je suis aussi professeure de yoga au profit de la Fondation des femmes. Ça faisait partie voilà, de mes cadeaux. Très multiple, en fait. En fait, ça fait, voilà, alors je parlais de mes désirs profonds, c'est vrai que pour moi, la révolution, c'est de dire oui à tout ce qui vient. Après avoir été dans un tunnel pendant très très longtemps et avec des œillères en plus, là c'est moi mon plaisir, voilà, c'est de pouvoir dire oui à tout ce qui vient, à toutes les collaborations, à toutes les envies. Et on verra. C'est très fort d'être à la fois dans ce qui est le luxe, l'apparence, l'entourage, l'enveloppe, et d'être allé aussi profond à l'intérieur de vous. Ça a dû être une expérience extrêmement tellurique, je dirais. Ouais, c'est vrai que moi il y a eu un moment où je me sentais un tout petit peu presque schizophrène dans ma manière de fonctionner, parce que je crois profondément au beau, je crois à l'artisanat, je crois effectivement à l'importance des habits, alors non pas par rapport au code extérieur de richesse, loin de ça, mais je pense que ça fait partie en fait de notre personnalité, de qui on est, et c'est aussi une forme de liberté, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de femmes dans des moments de changement de vie, d'un coup changer la façon dont on s'habille, et pour moi, il n'y a rien de superficiel là-dedans. Donc, j'aime bien l'idée aussi de pouvoir faire des ponts entre l'intime et le public, entre guillemets. Emmanuel voudrait savoir, une autre Emmanuel voudrait savoir, y a-t-il eu des couleurs que vous portiez plus volontiers pendant toutes ces années où vous avez traversé cette expérience avec votre fils? Ouais, c'est intéressant comme question. Moi, j'ai quasiment arrêté de porter du noir, en tout cas sur le corps, parce que je trouvais ça trop dur. Et je porte beaucoup de blanc de plus en plus. C'est un mauvais exemple ce soir, mais c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, les couleurs ont leur propre vibration et leur propre signification. Et en fait, c'est aussi des choses voilà, qu'on émet aux autres et de ce que les autres peuvent recevoir de nous. Donc, je vais être beaucoup plus effectivement sur des couleurs claires maintenant. Et après, avec du recul, ce dont je me suis aperçue, c'est que j'ai eu un moment, une frénésie d'achat de pulls qui étaient tous plus doux les uns que les autres. Et voilà. Et en fait, je pense que j'avais besoin j'avais juste besoin de m'envelopper. Et donc, j'ai eu une petite période d'achat compulsif sur des pulls.
Enfin, c'est pour ça que voilà, les mots, comme disait René Char, viennent dire ce qu'on a en nous, mais parfois les achats aussi, finalement. Bon, en même temps, les trucs qui grattent et qui piquent, on a porté quand on était petit, quelquefois, bof. Alors, ce serait bien que vous nous disiez qu'est-ce que vous lisez en ce moment ou qu'est-ce que vous nous recommandez? Alors, en livre coup de cœur, j'ai envie de vous parler de Croire aux fauves de Nastasia Martin. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. En fait, c'est un récit de vie aussi d'une anthropologue ethnologue qui fait une rencontre en fait avec un ours et qui se bat avec cet ours. Vous l'avez lu et enfin, moi, c'est un récit qui a été une révélation, qui est extrêmement fort, qui est d'une grande beauté, parce que de ce combat avec l'ours va naître toute une sorte de métamorphose, évidemment physique, parce qu'elle est blessée, mais aussi mentale, psychique. Enfin, c'est tout d'un coup tout l'univers qui s'écroule et en même temps qui s'ouvre sur complètement une autre dimension. Et c'est un récit de construction de soi et d'évolution que j'ai trouvé bouleversant et très bien écrit. Alors, on imagine évidemment que si vous avez été vers l'écriture, c'est parce que vous avez été une lectrice. Quel est le livre qui a été pour vous ce moment où vous avez compris que dans les livres, il y avait des choses qu'on ne trouvait pas ailleurs? C'est Isabelle qui pose la question. Moi, j'ai beaucoup lu Romain Gary quand j'étais plus jeune. Et pour moi, j'avais l'impression de grandir plus vite, comme j'étais toujours très attirée par cette vie d'adulte et par cette intensité qui pouvait m'attendre quelque part. J'avais l'impression que plus je lisais, plus je grandissais, plus j'accumulais des expériences, puisque pour moi, voilà, la vie, c'était plus on fait d'expériences, mieux on sait se débrouiller. Et ça a été beaucoup à travers Romain Gary et à travers cette vision à la fois pessimiste et en même temps très humaniste qu'il avait de la vie et dans laquelle je me reconnaissais complètement. Ouais, je pense que Romain Gary a été vraiment une lecture essentielle. Est-ce que vous lisiez pendant que vous avez traversé ce voyage incroyable avec Solal? Oui, j'ai beaucoup lu. Alors, j'étais plus dans des lectures de divertissement, mais c'est vrai que sur la période d'écriture, j'ai beaucoup lu de livres sur le féminisme, sur la maternité, parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais vécu ce que j'avais vécu, pourquoi j'avais réagi comme ça, pourquoi j'avais encore une fois voulu tout concilier. Donc j'ai eu besoin de beaucoup lire des essais féminisme, des essais sur la maternité et aussi pour me donner raison sur le fait que ce n'était pas forcément juste mon expérience, mais il y avait quelque chose peut-être de plus global qui se jouait dans ma vie et finalement on est juste le produit d'une société et on a beau avoir nos petites vies, on reste en quelque sorte très impacté par ce qui nous entoure. Et donc, j'avais besoin de décortiquer, en fait, tout ça. De m'autoriser à être un petit peu... à comprendre, en fait, que tout ne dépendait pas de moi. Bien sûr. Vous savez comment on appelle les mères qui traversent ce genre d'expérience avec des enfants qui sont un peu différents et qui amènent finalement une telle évolution? C'est une femme dans un hôpital qui m'a dit ça. Eh bien, ce sont les merveilleuses. Ah, c'est joli. Oui, j'ai paru, c'était un jour particulièrement difficile et donc ça m'avait paru tout à fait approprié. En 2 mots ou en 2 mots, enfin, suivant ce qu'on veut en faire. Et je n'ai plus de questions, Nathalie. Moi non plus. À part, c'est pas une question, c'est une affirmation. C'est qu'il faut absolument que nos amis lecteurs aillent en librairie acheter La Grenade, qui est paru aux éditions Stock de Emmanuel Hutin, parce que vous allez aussi avoir un moment de lecture merveilleux, lumineux, plein d'amour. Voilà, donc je pourrais être. C'est un livre pour les humains supérieurs. Hein. Oui. Non, je ris en disant ça, mais il n'y a pas d'humain supérieur, mais c'est un livre pour quelqu'un qui veut vraiment faire le voyage avec vous, je trouve. Et c'est vraiment un livre qui permet de faire tomber beaucoup d'autres livres
à côté, en se disant mais qu'est-ce que je vais lire après ça? C'est ça. Je me suis dit. D'ailleurs, j'ai arrêté de lire. C'est ça, c'est pour ça qu'on fait une pause d'une semaine. Une belle transition parce que justement, avant de donner le mot de la fin à Emmanuel, demain, on va avoir une rencontre particulière. On va recevoir, je ne sais pas si vous la connaissez, Emmanuel, Babouyek, qui s'appelle Hélène Nicolas, voilà, qui a un vrai nom, qui est une écrivaine hors norme, une poétesse, on va dire, on va féminiser tout ça, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Voyage au centre d'un cerveau d'autiste, qui est paru aux éditions Rivage. Cette rencontre a été enregistrée parce que Babouyek communique avec des lettres qui sont dans des cases. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons fait un enregistrement. Il sera diffusé demain à 19h uniquement sur notre page Facebook qui est libre d'accès. La page, c'est un endroit où aller, avec en lettres et pas en chiffres comme on a l'habitude de voir. Vous dire aussi, belle transition, que nous allons faire une petite pause parce que voilà, après la lecture d'Emmanuel, on a besoin de se ressourcer, de prendre des forces. Donc, on va faire une petite pause du 28 juin, donc dès demain soir jusqu'au 5 juillet. Et on reviendra le 5 juillet à 19h où on accueillera Charline Malaval pour son livre Le chant du perroquet qui est paru aux éditions Prélude. Emmanuel, je vous souhaite une bonne soirée, mais avant, je voudrais que vous fassiez la conclusion de cette rencontre. Pour conclure, j'ai envie d'utiliser les mots des autres et notamment les vôtres, Nathalie, parce que c'est vrai que quand vous parlez d'amour et quand vous parlez de liberté, c'est des choses qui résonnent profondément en moi. C'est peut-être l'essentiel à retenir et ce sur quoi finir. J'ai envie aussi de partager le retour d'un lecteur qui m'a raconté un très beau proverbe de Touareg qui dit « Le voyage, c'est d'aller de soi à soi en passant par les autres ». Et moi, c'est ce que j'ai vécu et j'espère que c'est ce que vivront peut-être à travers la Grenade. Donc, voilà. Et merci infiniment pour ce temps. C'est vrai que finalement, on écrit mais ça n'a de sens que si c'est partagé. Et pour moi, c'est un moment très important en fait, de pouvoir en parler. Et donc, voilà, je suis pleine de gratitude pour cet instant. Vous en parlez très bien. Avant que j'oublie, vous pourrez retrouver Emmanuel à la librairie Idéale chez notre ami Olivier Gallet. C'est le 1er juillet, c'est ça, hein? Jeudi 1er juillet à 19h, ouais. Voilà, allez à la rencontre d'Emmanuel et allez acheter son récit, c'est très important. Voilà, donc c'est dans le 7e, c'est rue Claire, la librairie Idéale. Vous trouverez facilement un ami parisien. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt, Frédéric, et bonne pause à tout le monde et bonne continuation à vous, Emmanuel, et belle vie à la Grenade.